Français, il n'y aura plus de militaires, il n'y aura plus de désert, il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires, il n'y aura plus de désert, il n'y aura plus jamais de guerre. Bienvenue dans cette nouvelle émission francophone des ambassadeurs du futur. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent depuis Kama, l'Europe, le Québec, l'Océanie ou tout autre point de la planète où des cœurs battent pour un avenir meilleur. Alors dans cette émission, nous parlons de cette nouvelle idée d'organisation sociétale, politique, humanitariste qui s'appelle le paradisme. Et le paradisme, vous le savez maintenant, s'appuie sur 5 piliers: l'amour, le progrès, le partage, la guidance génocrate humanitariste et le bonheur. Et vous pouvez retrouver nos précédentes émissions sur notre chaîne YouTube, Les Ambassadeurs du Futur. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une question profonde et nécessaire. Sommes-nous prêts à repenser l'organisation de nos sociétés à la lumière d'un message universel reçu il y a 50 ans et qui éclaire notre passé, notre présent et surtout notre futur? Depuis quelques décennies, une révélation bouleversante mais profondément cohérente est transmise à l'humanité. La vie sur Terre n'est pas le fruit du hasard, ni d'une création divine au sens mystique, mais d'un acte scientifique délibéré, réalisé il y a des milliers d'années par une civilisation extraplanétaire extrêmement avancée que nos ancêtres ont appelée Elohim, qui veut dire ceux qui sont venus du ciel et qui a été traduit par Dieu. Maîtres de l'ingénierie biologique, ces scientifiques extraterrestres ont créé toutes les formes de vie sur la Terre, y compris l'homme, qu'ils ont fait à leur image, en utilisant les outils les plus perfectionnés de manipulation de l'ADN. Ces créateurs sont repartis ensuite sur leur planète, mais n'ont pas abandonné pour autant leur œuvre. Tout au long de l'histoire, ils ont envoyé à différentes époques et dans des régions variées du globe des messagers porteurs de sagesse et de paix, ceux que nos traditions ont appelés prophètes. Leur mission, transmettre des repères pour que l'humanité grandisse, s'organise et progresse avec conscience et responsabilité. Le dernier de ces messagers, Raël, a reçu leur message en 1973. Non pas une croyance, mais un appel à reconsidérer notre histoire, notre potentiel et notre avenir à la lumière des découvertes scientifiques et d'une vision éthique de la société. Aujourd'hui, les Elohim invitent l'humanité à ouvrir un dialogue officiel à travers la construction d'une ambassade sur Terre, un lieu de rencontre, de paix, de respect mutuel, où notre libre arbitre serait pleinement honoré. Et ce que certains nomment Apocalypse doit être compris pour ce qu'il est vraiment, une révélation, le moment où une civilisation prend conscience de son origine scientifique parce qu'elle a enfin atteint, depuis 1945, le niveau de compréhension nécessaire grâce à ses progrès scientifiques. Donc il ne s'agit pas d'une fin, mais d'une formidable opportunité de réinventer notre société, non plus autour de l'argent ou du pouvoir, mais autour du partage, de la science, de l'amour et d'une guidance éclairée fondée sur le génie créatif, l'humanitarisme, c'est-à-dire l'amour de l'humanité. Et pour commencer, nous allons regarder une vidéo où Raël, qui a amené cette idée à l'humanité, va nous expliquer ce qu'est le paradisme. Nanotechnologie, clonage, accès à la vie éternelle, le monde dans lequel on arrive est complètement inimaginable. Et la révolution planétaire qui se présente est également complètement inimaginable. Nous sommes dans un processus d'élohimisation. Nous sommes à un changement,
où il est temps de repenser notre structure sociale déclinante. Nous avons besoin d'un nouveau modèle de société, si nous voulons que l'humanité survive. Le paradisme nous offre des solutions afin de créer un monde sans travail, sans argent, sans pollution, sans armée, sans maladie et sans gouvernement. Le paradisme ne laissera pas les bénéfices de la technologie profiter seulement à un petit groupe de personnes. Les ressources et le savoir ne seront plus la propriété d'intérêts privés. Ils appartiendront à la communauté tout entière, qui pourra ainsi en bénéficier gratuitement et vivre heureuse dans un monde libre et sans travail. Le paradisme est un moyen de se débarrasser de l'argent. Et quand vous vous débarrassez de l'argent, vous supprimez les classes. Il n'y a plus de guerre de classes. Comme Karl Marx disait, c'est le communisme. Mais quand le communisme a été créé, il était supposé y avoir une classe de riches et une classe d'esclaves. Mais grâce à la technologie, nous n'avons plus besoin d'une classe ouvrière. Nous pouvons progressivement remplacer la classe ouvrière par des machines, des robots, des ordinateurs, la nanotechnologie. Tout d'un coup, plus personne n'a à travailler. Tous les êtres humains devraient avoir le droit, dès la naissance, d'avoir de la nourriture pour toujours, des services sociaux pour toujours, une assurance maladie pour toujours, et une maison pour toujours, sans travailler. Parce que le travail peut être fait par les robots, la nanotechnologie et les ordinateurs, et toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Alors, c'est la fin de la guerre des classes. La fin de la séparation entre les riches et les pauvres. Alors avant, avec le communisme, soudainement, tout le monde était pauvre. Avec le paradisme, tout le monde est riche. Comment faire pour créer cette transition du capitalisme au paradisme? En se révoltant. Avec une révolution pacifique, non violente. Juste s'arrêter, occuper Wall Street, occuper la rue et dire « nous ne voulons plus de ce système ». En même temps, cette révolution mondiale, elle arrive partout grâce à l'Internet. Ce qui est bien parce que pour la première fois, c'est en train de connecter tous les gens du monde. Et les gens de tous les continents en même temps disent « c'est assez ». Nous en avons assez, nous travaillons comme des esclaves, toute notre vie pour payer une maison, puis la banque peut prendre la maison, si vous arrêtez de travailler, c'est de l'esclavage. Il y a assez de ressources dans le monde pour rendre tout le monde riche, Le communisme rend tout le monde pauvre, mais grâce à la technologie, tout le monde est riche. Qu'est-ce qu'être riche? Ce n'est pas avoir beaucoup de choses, c'est juste avoir une vie. Quand vous savez que vous avez une maison pour toujours, vous avez de la nourriture pour toujours et que vous avez une assurance maladie pour toujours, c'est ça être riche. Dans ce cas, pourquoi certaines personnes devraient avoir plus d'argent que les autres? Quand tout le monde a la même chose, tout le monde est riche. Et il y a assez sur cette planète pour avoir 7 milliards de personnes, tous avec la même richesse. Une belle richesse, qui est avoir une belle vie et laisser les ordinateurs et la nanotechnologie faire le travail. La chose la plus importante dans le paradisme est qu'il apporte aux gens la chose la plus importante dans la vie, qui n'est pas de posséder quelque chose, mais d'être. Quand vous n'avez pas besoin de travailler pour manger, alors vous développez la spiritualité, la conscience, le bonheur, l'amour l'un pour l'autre. Quand vous êtes esclave, quand vous travaillez pour l'argent et que vous voulez avoir plus d'argent que le voisin, plus d'argent qu'un autre pays, alors vous développez une mentalité d'être heureux qui est connectée à l'avoir. Et ça, ce n'est pas le bonheur. C'est l'esclavage pour toujours et cela crée des dépressions économiques qui apportent la dépression physique, la dépression mentale. Mais quand le bonheur, c'est d'être sans l'avoir, nous n'avons besoin de rien. Et alors, le niveau de bonheur dans la société, pas seulement le bonheur des gens pauvres, mais aussi le bonheur des gens riches, c'est automatique.
Quand tout le monde a assez, pas trop, mais assez, vous avez un endroit où dormir, vous avez assez de nourriture, chaque jour, sans travailler, les milliardaires seront plus heureux et les pauvres seront plus heureux. Donc, le paradisme, créer le paradis sur terre. Et qu'est-ce que le paradis? Le bonheur. Si tout le monde partage, tout le monde est plus heureux. Ceux qui n'ont pas seront plus heureux, car soudainement ils pourront manger, mais aussi ceux qui ont. Parce que c'est sûr, pas un milliardaire, dès maintenant, dans ce monde, sur cette planète, peut être heureux quand il voit des gens sans abri, quand il sait que chaque minute, un enfant est en train de mourir en Afrique parce qu'il n'y a pas de nourriture, pas un milliardaire peut être heureux. Donc le paradis ne rend pas seulement les pauvres heureux, mais rend les riches plus heureux. Alors, beau programme, belle vision d'un avenir qui nous tend les bras si on arrive à le saisir. Et donc, nous allons en parler ce matin avec Jean-Pierre et nos invités. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous ne connaissiez pas le paradisme, ben je crois que vous avez eu en quelques minutes un tableau de ce que ce modèle de société, comment dire, apporte, souhaite offrir à l'humanité. L'amour, le progrès, le partage, la guidance, tout ça pour aller vers le bonheur, le bien-être et le bonheur. Alors aujourd'hui, on va aborder effectivement le quatrième pilier du paradisme, la guidance, en entrant plus dans les détails que le mois dernier. On va aborder le comment ça se passe, la guidance, pourquoi, à quoi ça sert. Et pour ça, ben, nous avons trois invités qui vont nous livrer un petit peu toute leur connaissance, leur compréhension de ce qu'est justement la guidance au sein donc du paradisme. Nous allons avoir donc Ananta qui est responsable donc du paradisme pour la France et la Belgique. Nous avons Fanny qui est guide raélienne et qui est aussi donc responsable quelque part de plein d'activités au sein du mouvement et aussi du paradisme. Et puis nous avons Edagine qui vient donc de Kama, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas Kama, d'Afrique, et notamment, je crois que c'est de la Côte d'Ivoire. Si je ne me trompe, tu me corrigeras si je me trompe. Donc, je vous laisse la parole à vous trois, déjà pour vous présenter, qui êtes-vous, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Qui se lance? Allez, Ananta, vas-y, va. Oui, bien bonjour à tous, bonjour à tous nos auditrices et auditeurs. Donc, je m'appelle Ananta. Je vis dans une magnifique région de France où il y a du bon vin, la Bourgogne, et de métier, je suis naturopathe. Voilà, je suis à l'écoute des personnes qui viennent me voir avec des petits soucis de santé et autres. Voilà. Fanny, à ton tour, si tu veux bien. Oui, alors Fanny Charpentier, je vis dans le sud de la France, pas loin de la mer Méditerranée, donc dans une magnifique région, dans une carte postale, je pourrais même dire. Et moi non plus, je dirais pas mon âge, mais je suis en retraite tout en continuant une activité professionnelle qui est le yoga, donc en me permettant de rester en forme, j'apporte aussi, on va dire, des outils de bien-être à d'autres personnes. Une activité qui me passionne. Et Dadjon Badolo, de Kama, oui, précisément du Burkina. Mais bon, c'est là, c'est pareil, on a hérité des frontières de la colonisation, mais c'est pas grave. Dans la vie professionnelle, je suis ingénieur informaticien, donc spécialisé dans le développement des solutions informatiques, sécurité informatique, voilà. Et tu es aussi donc responsable, je crois, Responsable, oui, du du, paradisme au du niveau du Burkina. paradisme. Voilà. C'est ça, au niveau du Burkina. Ouais. Super. Alors, ben, on va entrer dans le vif du sujet. On a vu la guidance le mois dernier, ce que ça pouvait être dans ces grandes lignes. J'aimerais que vous rappeliez peut-être c'est quoi pour l'internaute qui nous découvre, qu'est-ce qu'on appelle la guidance dans le paradisme? Qu'est-ce qui va répondre? Tous les trois, vous allez répondre à votre avis, hein, votre vision de ce que c'est que le paradisme. Je vais peut-être commencer. En fait,
Actuellement, on a hérité d'un système. Alors, on peut remonter dans le passé, dans l'histoire. Les gens qui dirigeaient au départ, il y a des siècles, c'était ceux qui avaient la force, les gros muscles, et ils imposaient par la force. Après, on a eu ceux qui avaient la force et qui avaient donc conquis le pouvoir et qui allaient utiliser des gens, qui payaient des gens pour imposer la force. Puis après, il y a eu, ils sont plus entourés de gens intelligents qui ont, où ils ont pu s'accaparer les découvertes de ces gens intelligents. Après, il y a eu la création de l'argent, donc ils ont commencé avec tout ça à pouvoir accumuler de l'argent et des richesses. Et on en est arrivé au pouvoir actuel où, sous un semblant ou un vernis de démocratie, en fait, on s'aperçoit que c'est un petit groupe de personnes qui dirigent le monde grâce à l'argent et à travers certains politiques, certaines personnes politiques choisies, certains médias. Alors, la majorité des grands médias leur appartiennent. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, je dirais la gouvernance. On joue peut-être un peu sur les mots, mais les mots sont importants. La guidance géniocrate humanitariste, déjà, ce ne sera pas une seule personne, ce ne sera pas un seul pouvoir, soit par l'argent, soit pour nourrir l'ego, soit pour les deux d'ailleurs. Ce sera un collège de plusieurs personnes. Et ces personnes-là, seront pas obligatoirement choisies parce qu'elles seront choisies, elles seront élues démocratiquement. La guidance géniocrate humanitariste sera mise en place démocratiquement, par une vraie démocratie, on est d'accord, mais pas obligatoirement par leur spécialité, pas parce que cette personne-là euh, est vraiment pointue dans son domaine. Ça sera nécessaire, bien sûr. Quand on est malade, on souhaite aller voir le meilleur médecin ou chirurgien pour régler notre problème de santé. On ne va pas aller voir le charlatan du coin. Là, ce sera pareil, mais en premier, avant tout, ce sera, alors on a parlé tout à l'heure des cinq piliers qui soutiennent l'édifice paradisme, ce sera l'amour. C'est-à-dire qu'avant toute spécialisation, connaissance, euh, le facteur principal qui sera demandé à ces personnes, on va rentrer, je pense, après dans les détails de comment vont fonctionner ces collèges de guidance, ce sera l'amour. C'est-à-dire vraiment l'amour inconditionnel, l'amour universel, et ce sera le fil d'or, on va dire ça, plutôt que rouge, qui va guider ces groupes de guidance, c'est agir par amour pour le bien-être et le bonheur de tous les humains qui composent l'humanité sur Terre. Voilà ce que Merci. Merci Ananta. Fanny, tu peux nous faire un petit éclairage de ton côté? Oui, alors en fait, la guidance, alors et non la gouvernance, comme l'a dit tout de suite Ananta, qui suppose quelque part un pouvoir sur les peuples, hein, la guidance laisse des génies, des gens qui sont, alors bien sûr, d'abord et avant tout profondément avec des valeurs humanitaristes, donc animés par des valeurs d'amour pour les autres, mais ce sont des gens aussi très intelligents qui prennent des décisions dans leurs domaines respectifs. C'est-à-dire que, voilà, dans chaque divers domaine, il y a des personnes les plus douées et tout en étant animées par des valeurs humanitaristes, prennent des décisions en s'assurant simplement que tout est fait, pensé, conçu, créé pour le bien-être et le confort des êtres humains. Et puis, d'autre part, la guidance, son mot l'indique, euh, on entend la notion de guider, donc elle incite vraiment chacun, aussi bien les peuples que les individus, à retrouver leur propre souveraineté, contrairement à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc c'est aussi aider les personnes à dépasser leurs limites, à se libérer de leur peur. Donc c'est contraire à un système pyramidal dans lequel on est aujourd'hui, où on a un pouvoir qui est imposé du haut, hein, et qui utilise la peur comme outil de manipulation auprès des populations pour mieux s'imposer. Là, il s'agit vraiment d'un système horizontal où chacun est entendu. Et c'est pour ça que la guidance, en fait, c'est plus
quelques personnes qui prennent les décisions. C'est un collège de génie créatif qui sont, encore une fois, profondément humanitaristes, comme l'a dit Ananda. Voilà. Merci Fanny. Et Kama, comment à Kama on voit la guidance? Euh, Jane, tu peux La, la- la nous donner ta... guidance, on va dire en Kama, on aime utiliser un mot chez nous, on parle de sagesse. La sagesse, quand quelqu'un a atteint un niveau de sagesse où il est capable de ressentir les autres et de leur donner l'amour le plus ultime à tel enseigne que lui-même il passe en arrière-plan. Il devient un leader naturel qui apporte aux autres aussi bien la lumière et le chemin pour aller au-delà de ce qu'ils veulent. Donc, pour revenir à ce qu'on dit ici et pour essayer d'apporter une définition au-delà de ce que le prophète a dit, on va dire la guidance est une gouvernance. On veut utiliser le mot gouvernance pas dans la forme de dire que la personne, cette unité ou cette entité domine les autres, mais où cette entité guide les autres dans le seul but de, de mettre l'humain au cœur de l'action et de rechercher le bonheur absolu pour les êtres qui nous ont confié la possibilité de leur montrer le chemin. Donc, c'est cette forme de sagesse qui est recherchée et qui est mise en œuvre en même temps pour la communauté avec des personnes. Si on dit intelligence, on va accorder la définition qu'on a étymologiquement de ce qu'on a appris à l'école. L'intelligence, c'est celui qui a beaucoup d'informations. Mais on sait que l'intelligence, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'informations dans le cerveau. C'est celui qui est capable, à travers ce qu'il a autour de lui, de réunir le maximum d'éléments qui vont aider les autres à pouvoir se sentir mieux, à pouvoir avoir ou être dans un état de bonheur et de plénitude. Donc, on va aller vers cette gouvernance, cette forme de structure où chaque humain est au cœur de la gestion, de la vie quotidienne, où on regarde l'autre comme son prochain en cherchant à lui apporter de l'amour. Et ces personnes qui seront au cœur de cette gouvernance ou de cette gestion de la société doivent incarner ces valeurs-là, où chaque action, chaque posture qu'ils prennent et apporte un message d'amour aussi bien à toutes les personnes qui sont autour d'eux, mais pour eux-mêmes aussi. Donc, c'est comme ça que je vais définir la guidance. Pour moi, et si on revient dans le contexte de Kama, on donne le pouvoir chez nous à ces personnes dans la société qui incarnent ces valeurs-là. Surtout quand on sait que vous avez en face de vous des communautés qui sont souvent différentes et vous avez la responsabilité d'apporter à ces communautés-là une orientation qui va leur permettre de se sentir bien en sécurité et de pouvoir avoir le minimum nécessaire pour vivre, comme ce que le prophète disait tout de suite dans son message, une maison pour tous, d'accord? La nourriture pour tous et la santé pour tous. Donc, on essaie dans nos communautés, en tout cas, c'est ce qui était voulu quand on était organisé avant la colonisation, que le leader, que celui qui est le chef ou que celui qui est, en tout cas, qu'on les appelle les rois, fait de sorte que lorsqu'il gouverne, il puisse apporter à toute la communauté le minimum décent pour se loger, pour se nourrir et pour se soigner, parce qu'il y avait des guérisseurs dans la vie. Donc, on organisait la société de sorte que on ait une structure qui permet de répondre à ces besoins basiques définis par la pyramide de Maslow. Mais bon, nous, on avait déjà notre pyramide ici. Donc, ce qui faisait que on permettait le roi ou le chef, avec son collège de personnes qui l'entourent, était dans une optique de pouvoir apporter en tout cas leur contribution à ce que les personnes qui sont dans la communauté, on ne dorme pas dehors, donc ils ont chacun une maison. Et on fait de sorte que lorsque l'individu atteint un âge où il est capable de pouvoir être majeur,
on va lui donner un espace pour construire sa maison et la communauté se réunissait pour construire la maison avec lui s'il n'avait pas les moyens de le faire. D'accord? Et lorsque Ouais. il avait son champ à cultiver, on permettait à ce que ce champ-là soit cultivé en communauté. Donc, s'il n'avait pas la force lui seul à cultiver son champ, on cultivait pour que celui qui est là n'ait pas faim à la fin des récoltes. Il y avait une D'accord? entraide globale, en fait. Global. Voilà. Et quand il est malade, c'est une personne de la communauté qui est malade. Donc, tout le monde se mobilise pour lui apporter à manger, pour lui dire, ah, je sais que cette plante peut te guérir, essaie de l'utiliser, ou va voir le guérisseur du village jusqu'à ce qu'on soit désorganisé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de ces valeurs-là, mais ça reste quand même ancré dans beaucoup de communautés où on a encore quelques traces de ces valeurs-là. Et même quand quelqu'un, je ne parle pas de la démocratie aujourd'hui qu'on a, mais quand on a des communautés encore qui sont organisées en royauté, le chef qui gouverne doit incarner ces valeurs de guidance-là. Donc voilà ce que je ne sais pas si je suis sorti un peu du sujet, mais pour revenir un peu à cette définition, c'est ces valeurs que nous recherchons, la bienveillance absolue à l'égard des autres, lorsque on est porté au sommet de la gestion de la communauté. Voilà. Tu n'es pas sorti du cadre, hein, tu es en plein dedans, là, puisque tu es en train de nous faire vraiment, nous brosser un tableau de ce qu'on espère que la guidance et le paradisme apportent, là. Qu'en pensez-vous, les amis, si vous aviez à l'écoute de ce qu'on vient d'entendre là, comment réagissez-vous? Oui, moi je dis c'est déjà le paradisme, c'est extraordinaire quoi, de savoir que ça existe déjà. Donc ça montre que c'est possible puisque ça existe ou ça existait. Et aujourd'hui, on a des moyens technologiques, scientifiques qui nous permettraient, mais en très très peu de temps, de créer ce paradis partout sur Terre quoi. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'entendais Charles Gave, vous savez, cet essayiste financier là, qui disait, mais attendez là, enfin il parlait de la situation de la France qui, bon, je vous dresse pas le tableau, vous connaissez, qui est plus que catastrophique. Il dit, mais en quelques jours on résout le problème. Donc, si lui déjà dit ça, quand on constate que, en fait, ce type d'organisation a existé et qu'il existe, avec tous les moyens scientifiques, technologiques qu'on a aujourd'hui, waouh, ben ça y est, on crée le paradis, là. Demain, c'est le paradis sur Terre. C'est juste une question de choix, de décision, C'est un choix politique, là, de choix et de politique. société. Tout à fait. Ananta, tu voulais dire quelque chose? Oui, tout à fait. Je voulais rebondir sur un des sujets qu'a abordé Eda Jan, c'est le terme de communauté. Et il a insisté en disant tout était bien en place avant l'arrivée du colonialisme, qui a commencé à tracer, oui voilà, bon, ça va grincer des dents, qui a commencé à tracer des frontières artificielles. Voilà, tout à l'heure, j'écoutais aussi aux informations, bah, de nouveau, ça se refrite entre le Pakistan et l'Inde, un pays cher à mon cœur. Et, la frontière, quand il y a eu la création, ce qu'on appelle la partition, les Britanniques ont bien laissé un beau, hein, je ne vais pas dire le mot, mais un beau caca, hein. Et voilà, et 70 ans plus tard, eh ben, ça donne encore des problèmes de conflit. Alors, on peut peut-être aborder justement le fait que dans le cadre du paradisme et du collège de guidance, on reviendra à ce qui se passait entre autres à Kama, que vient de nous expliquer Aida Jan. C'est euh, pas de frontières artificielles par des guerres plus ou moins gagnées, perdues au fil des siècles. Là, on va reprendre le régionalisme, les ethnies, quelles étaient les cultures à la base, quelles étaient les ethnies. Et ce qui fait qu'au niveau du Collège mondial de guidance, toutes ces ethnies, toutes ces cultures seront représentées. Si je prends l'exemple, je connais mieux la France où je suis né, où je vis, que Kama, et je vais y aller à Kama bientôt. Je viendrai vous faire coucou là, lors d'Happiness Academy, j'ai vraiment trop envie. Mais si on prend par exemple, on prend la Bretagne, on prend l'Alsace et on prend le Pays Basque, c'est absolument des cultures différentes, des origines ethniques différentes.
Alors, tous les réunir dans un grand et beau pays, n'est-ce pas, qui va bien en pleine forme, comme viennent de nous le dire Fanny et Charles Gave, euh, va pouvoir être représenté euh, au niveau du collège de guidance. Et il en sera pas de même pour toutes les parties du monde, toutes les ethnies du monde et toutes les régions du monde. Donc, à ce niveau-là, il n'y a plus de raison de se faire des guerres, déjà parce que l'abondance créée, générée et gérée par les robots, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie, toutes les technologies sont partagées équitablement entre toutes les régions ethnies du monde, partout sur la planète, sans aucune discrimination. Et il n'y aura plus de raison de se faire la guerre parce que ben, le voisin ne danse pas de la même manière que nous, ne prend pas la même nourriture que nous, et ainsi de suite. Donc, ça sera aussi quelque part un gage de paix, à la fois parce qu'on n'ira pas voler aux voisins de la nourriture ou des femmes, à l'époque, on volait les femmes pour faire des bébés, parce que voilà, on manque nous et eux, ils ont. Là, de toute manière, il y aura une abondance générée par toutes les nouvelles technologies, répartie toujours par ces nouvelles technologies équitablement entre toutes les régions, les communautés du monde sur Terre, automatiquement la paix s'installe. Pourquoi aller vouloir se battre pour de la nourriture ou de l'énergie? Bon, là maintenant, on a vu que le pétrole, ça a généré, la recherche du pétrole a généré pas mal de guerres. Bon, maintenant, c'est les terres rares, n'est-ce pas, pour les batteries électriques. Je ne sais pas ce que sera la prochaine. À partir du moment où tout ça est géré de manière équitable, intelligente, sans discrimination par des intelligences artificielles et des robots, il n'y a plus aucune raison qu'on puisse se faire la guerre et ça permettra à chaque ethnie, à chaque communauté, bah, de pouvoir enrichir la palette de couleurs de la planète par sa culture. Moi, j'avoue que bon, voilà, j'adorerais apprendre les cultures différentes de Kama, celle du Burkina Faso, et encore, je suppose, d'après ce que Edadjian nous a dit, que même ce qu'on appelle actuellement le pays Burkina Faso comprend plusieurs ethnies, plusieurs communautés, avec des cultures différentes. Donc, on a de quoi se régaler à apprendre. C'est ce que dans les messages des Elohim, il est bien spécifié justement que les régions, en fait, quelque part, seront celles qui seront habitées par des gens qui ont envie d'y vivre. C'est surtout ça, hein. C'est des gens qui auront envie d'aller vivre là, hein, et qui seront à même de pouvoir être la population de ces régions. Il y aura les cultures, il y aura tout cela, mais il y a aussi le bonheur et le plaisir d'aller vivre là-bas. Hein, ça, c'est quelque chose qui est important, et là, il y aura certainement des conditions d'accueil et autres. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire, ce sont des détails. Euh, Tu as évoqué quelque chose, Eladjine, tout à l'heure, c'est la sagesse des guides. Comment vois-tu au niveau de la guidance aujourd'hui la notion donc ben, de guidance? Qui sont les personnages qui vont être là? Comment vont-ils être choisis? Comment on voit cette articulation-là de la construction de la guidance? Pour citer le prophète, il disait, si on permet à quelqu'un d'avoir un permis pour conduire un véhicule, pour, pour guider des gens, il n'aura pas des instruments pour pouvoir mesurer ça. C'est vrai qu'avec nos outils d'aujourd'hui, on n'est pas capable de se baser seulement sur le coefficient intellectuel pour décider de dire que la personne est suffisamment, comme je disais, intelligent pour guider les autres, mais on a découvert il n'y a pas longtemps d'autres formes d'intelligence, l'intelligence émotionnelle et d'autres types d'intelligence qui permettent de mesurer la capacité de l'être à pouvoir être sensible au bien-être et à la bienveillance envers les autres. Donc, ce n'est pas seulement quelqu'un qui n'est pas capable de citer toutes les belles formules de gestion financière ou je sais pas, de stratégie de guerre pour faire du mal aux autres, qui est celui-là qui va être apporté à la tête, mais celui qui incarne ces valeurs humaines, bon, d'amour, d'usage du progrès de la science pour soigner et aider Eh les autres. oui, eh oui. Voilà. Comme on le dit chez nous, science sans conscience, mais bon, science sans supraconscience maintenant.
n'est que une lame. Donc, même si l'âme n'existe pas. Donc, c'est pour dire que l'usage du progrès de la science avec ceux qui gouvernent, toute cette intelligence et toute cette émotion ou ce ressenti qu'ils apportent à l'usage de ces instruments qu'on met à leur service, c'est-à-dire l'éducation, la science, pour qu'ils utilisent ces instruments-là pour aider les autres à se sentir mieux. Et donc, il aura sans doute des valeurs qui vont nous permettre de pouvoir déceler dans la société ces individus-là. Et souvent, ils se dégagent naturellement lorsque les gens les observent et on sait qu'ils sont capables de pouvoir être ces leaders-là. Bien entendu, dans un groupe, ils ne seront pas seuls, d'accord? On n'aura pas une seule personne qui va le faire. Sinon, c'est de confier tout à une seule personne. Mais je pense que on peut mettre en place un groupe de personnes qui incarnent ces valeurs d'intelligence émotionnelle, d'intelligence, on va dire, de coefficient intellectuel et d'autres types d'intelligence qu'on a, afin qu'ils puissent être des personnes qui vont mettre en œuvre ces outils-là. Là où je voulais rebondir encore, c'est que tout ce que j'ai dit précédemment, ce qui peut encore l'envoyer plus loin, c'est l'usage de la science et du progrès. Parce qu'aujourd'hui, on a la science. Aujourd'hui, on a tous ces instruments, la robotique, la nanotechnologie, tout ce qui est science de la biologie, qui peut soigner des cancers, qui peut soigner des maladies, qui peut aider des gens à se sentir mieux. Mais aussi la nanotechnologie qui va permettre de construire des maisons très vite, pour qu'il n'y ait pas de sans-abri, la robotique qui va aider les gens au lieu de la manutention physique à aller souffrir du travail au soleil. Et on a la capacité de pouvoir avoir tous ces outils scientifiques-là à la disposition de l'humain qui va, lui, lorsque il est déchargé de toute cette souffrance et cette torture qui est le travail, pouvoir faire ce pourquoi il est créé, c'est-à-dire penser, créer et s'épanouir. Et donc, dans son épanouissement, il va sans doute, moi je dis toujours aux gens, lorsqu'on est heureux, on a envie de voir les autres heureux. Oui. Ouais. Donc, quand on est épanoui, on crée, on a envie de voir les autres aussi être dans la même dynamique que nous. Mais donc, ce qui fera que lorsque ces outils scientifiques et ce progrès-là est mis à la disposition au service de l'humain, l'humain va pas tomber dans l'inhumain, il va tomber dans ce pourquoi il a été créé. Et donc, on aura un bouleversement même au niveau de la créativité, au niveau des créations, on va dire, scientifiques qui vont aller 2 fois plus vite parce qu'on va créer pour mettre toutes ces créations au service des autres. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Peut-être je reviendrai avec d'autres éléments. Voilà. J'espère bien. Une chose, là, on parle donc de cette guidance qui va être confiée à des gens quand même, malgré tout, qui ont un haut niveau, d'après ce que vous dites tous les trois, un haut niveau de conscience, de supraconscience, d'amour. Hein, c'est ce qu'on on va tenter de trouver. C'est-à-dire que la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui va avoir un petit chamboulement, certainement. Vous pouvez expliquer un petit peu comment on va devoir passer de ce système de démocratie à quelque chose d'autre. Donnez-nous un petit éclairage sur ça, parce que la notion de démocratie, c'est quelque chose qui a causé des quantités de conflits, de guerres et autres. Est-ce qu'on peut passer à un autre registre? Dites-moi voir un peu. Je rebondis en même temps parce que j'avais déjà Oui, le fil de cet argumentaire-là. En fait, ce que j'ai compris, c'est que, bon, à la lecture des choses, en fait, aujourd'hui, l'humanité croit que la démocratie, c'est la finalité. Toutes les gouvernances, on a testé, et après, l'aboutissement, le sacré saint de la gestion, c'est la démocratie. C'est ce qu'on vend et on croit que c'est la finalité, alors que il faut proposer quelque chose. On connaît les limites de la démocratie avec toutes les insuffisances qu'elle a proposées depuis presque 1000 ans maintenant. On sait que on a quelque chose d'autre qu'on peut proposer. Et c'est là que le paradis vient apporter une réponse. Avec tous ces piliers qu'on a cités dans l'introduction, dans lequel on met des unités, des personnes au service des autres, donc dans la guidance,
Mais ces personnes-là utilisent des outils. Ces outils-là sont quoi? Le progrès, l'amour, le partage, qui vont être des formes de canevas dans lequel la gestion de la société va être mesurée. Donc, est-ce que ceux qui gèrent la société ont comme leitmotiv le progrès, donc mettre le progrès au service des humains, l'amour, faire de sorte que chaque être humain se sente bien et en sécurité, le partage, faire de sorte que toutes les richesses produites puissent être partagées de façon équilibrée et équitable à tout le monde. Donc, la démocratie, pour revenir à ce que tu as dit, n'est pas la finalité de la gouvernance ou de la gestion. L'humanité doit se regarder en face et aller vers une nouvelle forme d'organisation sociale. C'est pour ça le paradis, qui est, qui est une nouvelle forme de gestion de la société, vient répondre à tout ce que la démocratie n'a pas pu corriger. Quand elle venait pour changer comment on appelait ça? Euh, la gestion de Karl Marx, comment on appelait ça? Euh, la gouvernance à la chinoise. Le communisme. Le communisme, voilà, c'est le mot qui, voilà, le communisme. Et donc, toutes ces formes de gouvernance-là ont fait leurs preuves, et comme Anatole l'a dit, avec soit des barbares, soit des riches, soit des personnes qui étaient à la tête de ces formes de gestion de la société, mais qui n'ont malheureusement utilisé quelque chose qui avait des lacunes, donc la démocratie. Parce qu'on va payer des gens pour aller voter. On va utiliser des, 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 des prétextes qui ne peuvent pas être réalisés, supprimer le chômage et booster des populations. Ah, je ne veux plus être au chômage, donc je vais voter quelqu'un qui m'a vendu ce mythe-là. Et quand il est élu, oh, 5 ans après, bon, on n'a pas pu résoudre le chômage, vous savez, l'inflation, tout ça. Bon, donnez-moi encore 5 ans, il fait 10 ans, le taux de chômage, il augmente et bon, il finit comme les Français aiment le dire, il les a fait à l'envers et puis il passe la main à un autre pour 5 autres années. Donc, on est dans un cycle infini où on se fait toujours avoir parce qu'on nous vend toujours le même médicament qui ne soignera pas le mal qu'on a. Et malheureusement, on nous a fait croire que c'est le seul médicament qu'on a pour le moment, qui est la démocratie. Et malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient. C'est pour ça que le prophète dit une révolution pacifique, tout le monde dans la rue, parce qu'on sait que c'est faux, cette démocratie. On sait que c'est faux. Fanny, tu veux dire quelque chose? Voilà. Oui, alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, je suis bien sûr complètement d'accord. Et j'ai envie de citer une phrase de Camus qui disait, la démocratie, c'est le paravent d'une tyrannie qui arrive. Et il a dit aussi que la démocratie, c'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité qui nous gouverne, bien sûr. Donc en fait, on est dans une démocratie, moi ce que j'appelle une démocratie sauvage, et qui peut être qu'une médiocratie. Par contre, une démocratie sélective où un groupe de gens sont choisis pour leur capacité à, à, à aimer les autres, à prendre soin d'eux et leur capacité dans chacun de leurs domaines respectifs et animés par ce désir de d'amener le bien-être et la santé et l'épanouissement. Voilà, ce sont ces gens-là qui doivent être élus. Et donc, ça suppose une démocratie, ils seront choisis, mais d'une manière sélective. Parce que quand on regarde voilà, la courbe de Gauss, on constate qu'actuellement, dans le système actuel, tout le monde vote. La voix de quelqu'un qui est complètement abruti a autant de valeur que quelqu'un qui est animé par des valeurs profondément humaines, par exemple. Donc, ça peut pas donner quelque chose de bon. Ça peut donner quelque chose que de très moyen, voire médiocre. D'ailleurs, voilà, médios. Je crois que le médiocratie, ça vient du grec médios, qui veut dire moyen. Donc, c'est pas comme ça. J'ai envie de dire que c'est pas tout le monde ne peut pas élire. Euh,
sinon, on va retomber dans une espèce de médiocratie. Il faut que ce soit des gens qui, d'emblée, euh, sont animés par ces valeurs de vouloir apporter un plus à l'ensemble de notre humanité. Et parmi eux, les meilleurs d'entre eux qui seront élus pour prendre des décisions pour l'ensemble de la communauté. Ananta, si tu veux, hein. Oui, non, je crois que tout a été dit. Je pensais à une chose quand Fanny parlait. Dans certains pays, même la France, on fait même voter les morts. Donc on est au-delà de la médiocratie, on est dans la nécrocratie, je ne sais pas si ça peut se dire, Démocratie. hein, nécrocratie. Donc voilà, quoi, on voit que le système est arrivé vraiment à bout de souffle, mais j'aime beaucoup ce qu'a dit Eda Jean, c'est que oui, c'est un médicament, mais c'est pas une solution en soi. Donc, à nous de trouver, on est là, en tout cas, ça peut être une des solutions, certainement, et de mettre en place l'après, soi-disant démocratie, avec ce que La notion attendez, mon micro, pardonnez-moi. La notion de démocratie, comme tu le disais, Fanny, on est dans de la médiocratie actuellement. La démocratie sélective, qu'est-ce que c'est? Ça fait peur à des gens, parce que d'un seul coup, les gens ont peur que ce soit des élites qui prennent le pouvoir et bien sûr en profitent parce qu'il y a des mots là-dedans qui sont forts. Le génie, géniocratie, élite, on a vu ce que ça fait d'avoir apparemment des élites au pouvoir. Aujourd'hui, on a beaucoup d'élites au pouvoir, ce sont des grands diplômés, hein, des grandes écoles, mais qui ont été bien formatés dans les écoles pour fonctionner dans le système. Hein, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut constater aussi et dire, vous serez peut-être d'accord avec moi, c'est que la population, c'est trois strates de qualité, compétence et d'intelligence. Hein, Fanny, tu l'as soulevé, il y a des gens qui sont vraiment très, très limités. Il y a une strate moyenne de gens qui sont à même de pouvoir comprendre, mais de ne pas pouvoir faire. Et je dirais qu'il y a une strate de gens qui, eux, savent entendre, comprendre, et réaliser des choses, mais pas nécessairement les faire. Et dans cette même strate, il y a des gens qui disent, moi j'ai tout ça, mais en plus je sais faire. Hein, c'est-à-dire que dans la géniocratie, ce qu'on appelle la géniocratie, on dit une chose, tout le peuple doit être capable d'exprimer ses attentes, ses besoins. Tout le peuple. Tout le monde participe à l'explication des attentes et des besoins. Là-dedans, il y a une tranche de la population qui est capable de dire, bon, j'ai compris effectivement tout ce que vous avez comme besoin et moi aussi, j'ai des envies, j'ai des besoins également dans dans ce panel. Je suis en mesure de pouvoir être votre porte-parole. Je suis l'intermédiaire parce que je n'ai pas les capacités pour faire. Mais par contre, j'ai toutes les capacités pour comprendre tout ce qui est là, tout ce qui se passe. Donc, laissez-moi le droit d'aller exprimer nos désirs, nos volontés à ceux qui sauront faire. Et puis, il y a ceux qui savent faire, qui savent produire, qui savent gérer, qui savent être des esprits créatifs, imaginatifs, qui, eux, ont bien compris toutes les attentes et les besoins et qui disent, mais effectivement, en se réunissant Pierre, Paul, Jacques et machin chose, qui avons les mêmes qualités et des compétences adéquates, on va faire. C'est ça, la géniocratie, c'est mettre effectivement tout en haut d'une pyramide qui est un symbole, les gens les plus aptes à comprendre, à entendre, comprendre, et puis ensuite dire comment allons-nous mettre en place, et on va le faire. Puis il y a les gens au milieu qui disent, nous, on a compris tout cela, on sait, c'est ce qu'il nous faut, mais on ne sait pas le faire, donc on va le confier. Et puis il y a les autres qui disent, nous, on entend bien le discours. La preuve, c'est que moi, dans la démocratie classique, je ne vais même plus voter parce que je ne comprends même pas ce qu'ils disent. Il y a une frange de la population, je prends la France par exemple, une frange de la population qui est énorme, qui ne va plus voter parce qu'ils ne comprennent pas ce que la politique est en train de leur proposer. Et ils ne sont pas enthousiastes
parce que la politique ne peut pas proposer. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle dans le paradisme la géniocratie? Est-ce que ce sont ces trois tranches de population qu'il faut voir et que ces populations ne sont pas des populations qui sont en bisbille les unes contre les autres, mais bel et bien une population cohérente qui sait être responsable de ses capacités et de ses potentiels, quoi. Est-ce que c'est ça que vous évoquez dans cette, comment dire, géniocratie et dans cette guidance? Oui, un point que j'ai un petit peu abordé là au tout début, pour aider peut-être à comprendre. Demain, j'apprends que j'ai une maladie grave. Euh, mon réflexe, ou un de mes enfants, supposons que j'en ai, mon réflexe va essayer de trouver le meilleur spécialiste pour soigner cette maladie. Donc certains pourraient dire, ah oui, mais alors tu es élitiste, tout de suite, tu vas voir le génie dans cette spécialité, mais c'est humain, et je pense que tout être humain réagira comme ça. Donc pourquoi avoir ce réflexe-là en matière, par exemple, de santé, mais ça peut être un autre sujet touchant la famille, moi-même ou un proche, et pourquoi ne pas l'avoir pour quelque chose qui est quand même très, très important, c'est-à-dire bah, la gestion du bonheur des humains, la gestion du bonheur de l'humanité, la gestion de la planète, la gestion de l'abondance sur la planète. Donc ça peut être un point pour effectivement expliquer pourquoi effectivement mettre des entre guillemets génies au pouvoir. Après, je voulais aussi aborder un autre point. Alors, je ne sais pas si ça a été voulu depuis très très longtemps. Pourquoi dans tous les films, dans tous les livres, le génie est toujours un fou? Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein. C'est toujours le génie, c'est un fou. Il veut dominer la planète. Bah, alors là, il y a beaucoup de génies en ce moment. Il veut faire sauter la planète. Le génie, c'est jamais Mozart avec sa musique, c'est jamais Einstein. Einstein, il pleure de ce qu'on a fait de ses découvertes. Donc, enlever cette image dans la tête des gens du génie méchant qui, au lieu d'utiliser un véritable génie pour le bonheur et le bien-être de tous les humains qui composent l'humanité, chercherait plutôt à en faire son malheur. Et puis, l'autre point aussi, je pense que ça sera peut-être le point le plus difficile, c'est le fameux ego humain avec un grand E. Pourquoi ce serait Jean-Pierre qui serait considéré comme un génie et pas moi? Moi, j'ai toutes les capacités pour être un génie créatif, faire partie du collège de guidance. Alors pourquoi lui et pas moi? On le voit à plein de niveaux. Donc ça, je pense qu'il va y avoir aussi une éducation à faire en disant, mais non, non, voilà, j'accepte que moi, à mon niveau, ben, je peux faire ça, je peux, comme tu l'as dit, Jean-Pierre, proposer, j'ai des idées, mais je ne me sens pas la capacité, le niveau pour vraiment, bon, soit le niveau d'amour, bon, on sait maintenant que ça peut se doser en une mesure qu'on appelle les gravitons. J'ai peut-être que je ne génère pas assez de gravitons pour avoir un niveau d'amour suffisant pour vraiment consacrer toute ma vie et mon intelligence émotionnelle, comme l'a dit Elijah, et mon intelligence créatrice, euh, pour le bien de l'humanité. Non, bon, je préfère être aidant, accompagnateur, mais je n'ai pas. Donc, je pense qu'il va falloir aussi qu'on éclaircisse ça au niveau de Ben, l'ego, parce que quand on voit, je termine, Jean-Pierre, quand on voit les cerveaux pensants qui nous dirigent, mais ce n'est que des luttes d'ego. Il suffit de passer même pas 10 minutes à regarder une, une, je cherche le mot, pas une réunion, mais à l'Assemblée nationale, par exemple, pour voir, mais ce n'est que, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de testostérone là-dedans, mais ce n'est qu'une lutte d'ego. Donc là, il va vraiment falloir mettre son ego dans sa poche en se disant, non, là, moi, c'est pour pour mettre au service de l'humanité à mon niveau. Il y en a là, qui tu auront touches, je vais t'interrompre là parce que Vas-y. l'heure Oui, je suis tourne. parti. Le- la notion donc de guidance, on l'a vu, c'est confié à des gens qui ont une intelligence, on va dire, supérieure
une intelligence créatrice et une intelligence humanitariste. Comment tu touches quelque chose là, c'est l'éducation. Comment voyez-vous l'éducation aujourd'hui pour que dans l'esprit des gens, cette idée de, comment dire, d'amour et de cadeau qu'on peut donner à l'humanité existe dans l'esprit de nos enfants. Parce que l'éducation aujourd'hui ne semble pas du tout entraîner l'éducation dans ce sens-là. C'est plutôt une compétition. J'ai été étudiant et je sais pertinemment ce que c'était quand il a fallu que je fasse ma médecine. C'était la guerre entre les étudiants, à savoir qui allait gagner. Comment voyez-vous ce passage dans la jeunesse du plus tôt jusqu'à l'entrée dans la vie active, quoi. Comment voyez-vous ça? Justement, Ouais. là, tu touches un point, Fanny, tu peux aller. Non, non, je t'en prie, vas-y, Nadja. Je voulais aborder ce point parce que si on veut amener la société à comprendre et à accepter même toute cette philosophie, il faudra revoir nos manuels d'éducation des enfants Bien d'une sûr. génération afin de pouvoir leur donner cette nouvelle information au-delà de au-delà de dire qu'on apporte une nouvelle gouvernance, c'est de montrer aux humains qu'on peut vivre dans une société sans argent ni travail. Parce que l'humain, aujourd'hui, vous voyez, dans quelques jours, ça sera le 1er mai. On fait des diffusions depuis des années où on dit 1er mai, suppression du travail et de l'argent. Et là, là où on diffuse, c'est à la bourse du travail, où les travailleurs se rassemblent pour dire on veut plus de travail, on veut plus de travail. On veut que le gouvernement nous donne plus d'argent. Et nous, on y va avec des prospections. On dit, mais on veut supprimer l'argent et le travail. Donc souvent, on en rigole, on dit, mais les gars, on va diffuser dans un endroit où les gars, ils viennent pour dire, on veut plus d'argent et de travail. Nous, on y va pour dire, on va supprimer le travail et l'argent. Donc, et expliquer ça aux gens, ils ne sont pas capables de comprendre que on peut travailler, on peut vivre sans travailler et sans argent. Si la société s'organise à nous permettre de disposer d'un revenu universel et d'un minimum pour vivre et se loger, et d'un minimum pour se nourrir et d'une santé pour tous. Et si on l'organise comme ça, on n'est plus obligé d'aller souffrir pour faire ce qu'on n'aime pas. On fera ce qu'on aime pour aider les autres. Donc, faire de sorte que dans nos manuels scolaires ou dans tout ce qu'on apporte comme éducation, on puisse apporter euh, cette nouvelle couleur de gestion de la société en disant à tout le monde et surtout aux enfants qu'il est possible de vivre et de vivre en communauté sans ego, en acceptant que l'autre puisse avoir une capacité, une qualification que j'ai pas, et que moi aussi j'ai une qualification, une couleur que j'ai qui peut se compléter à l'autre, de sorte que nous soyons comme une chaîne humaine dans laquelle chacun a un apport et une contribution pour l'harmonie de la société. Mais si les enfants comprennent plus vite ça, et ils vont plus être à l'écoute. Donc, cette éducation-là, elle est nécessaire. Et je pense qu'on a les outils et les instruments dans tous les messages aériens pour pouvoir rééduquer les populations pour qu'ils puissent adhérer à ça. Je pense que Donc, l'éducation est fondamentale. tu es en train de dire que en fait, là, c'est pour l'enfant, mais c'est aussi pour l'adulte, en fait. L'adulte, Parce oui, que, oui. parce que cette éducation-là, on est tous à même de pouvoir l'entendre, la comprendre, hein. Sortir de la compétition et dire ce que tu disais, la complémentarité, hein, c'est ça qui est important, c'est d'avoir la complémentarité. Et ensuite, les instruments sont là. On a développé des sciences et des technologies qui, par la force des choses, vont nous mettre en dehors du travail. Hein, c'est même pas nous qui allons choisir, c'est que l'installation de la science, des technologies, de la connaissance qui est en cours, là, va nous éjecter carrément de nos postes de travail. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est bienvenu, bien sûr, puisqu'on n'est pas fait pour travailler. On est fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, penser, créer, s'épanouir. C'est maintenant l'époque où on peut le faire, quoi. Ça s'est jamais encore produit pour l'être humain. Il a fallu, comme tu le disais, Ananta, passer par toutes les étapes des civilisations primaires jusqu'à aujourd'hui. On a tout ça devant nous, on a tous les instruments qui sont là,
Il suffit maintenant de les prendre puis de les redistribuer. Là, ça veut dire quoi? Comment voyez-vous cette notion d'installation d'un collège de guidance ici et là et planétaire? Comment vous pouvez aborder ça et montrer, démontrer à un public que c'est l'avenir et que c'est leur véritable bon avenir? Comment faire passer ce message pour que un public y adhère? Moi, j'ai envie de rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit parce que, en fait, dans les écoles aujourd'hui, on n'est pas éduqué, on est formaté, conditionné pour fonctionner dans une société qui est au service d'une petite minorité. Donc, j'ai envie de dire que l'école nous réduit à l'état, nous prépare à un état d'esclavage. Mais elle ne nous épanouit pas du tout. Moi, je pense que chaque être humain a sa mission personnelle, entre guillemets, a quelque chose à apporter à l'ensemble de notre humanité. Quelqu'un qui est jugé nul, il est simplement pas à la bonne place, c'est tout. Mais si l'éducation est basée sur le respect de ce qu'est véritablement chaque être humain, pour qu'il puisse exprimer véritablement son code génétique, premièrement, il va s'épanouir et deuxièmement, en s'épanouissant, il va apporter un gros plus à l'ensemble de notre humanité. Donc c'est vraiment une éducation basée sur le respect de ce qu'est l'enfant au plus profond de lui-même et le guider vers que ce soit un artiste, que ce soit un enseignant, que ce soit un chercheur, que ce soit, bref, dans tous les domaines. Et à partir de là, il sera facile. Le bonheur va se répandre très vite parce que chacun va s'épanouir et chacun aura encore plus envie d'apporter aux autres et on va arriver à une véritable... Et je pense que c'est cette idée-là qu'il faut faire passer aux gens, leur faire comprendre que chacun a une valeur spécifique et que chacun a tout intérêt à trouver sa propre valeur, à exprimer son code génétique pour être heureux, pour s'épanouir, et puis pour apporter un gros plus à l'ensemble de notre humanité. Je pense que c'est faire connaître l'esprit du paradisme, et puis peut-être aussi euh, faire connaître faire connaître comment, comment est venue cette idée du paradisme. On n'a fait que reprendre une idée qui a été vécue par une civilisation extraterrestre qui a connu les mêmes difficultés que nous, de, des difficultés d'agressivité, de pollution, de surpopulation, bref, tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur Terre. Et cette civilisation, grâce à leur niveau scientifique on a atteint aujourd'hui le niveau qu'ils avaient il y a 25 000 ans, mais en tout cas, ils ont atteint aussi un niveau de sagesse, et c'est pour ça, et Dadjen, tu en parlais tout à l'heure, la sagesse est extrêmement importante parce que, voilà, la sagesse associée au niveau scientifique, si elle atteint le même niveau, il est facile de comprendre que là, on peut très vite créer ce paradis sur Terre. Donc, c'est véritablement faire connaître l'esprit du paradisme et, de savoir que c'est quelque chose qui a déjà été mis en application par une civilisation qui a créé toute la vie sur Terre et qui a réussi à créer elle-même ce paradis. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas modèle dessus en essayant d'éteindre un peu notre ego, en croyant qu'on peut mieux faire? Tiens, bon, essayons déjà de faire ce qui a été fait par cette civilisation. Merci Fanny, c'est super. Vous savez qu'il est déjà 55, même plus. On a fait 1 heure pratiquement. On n'a pas vu le temps tourner. Merci parce que vous nous avez apporté vraiment plein de dynamique. Là, c'est superbe. On va être obligé de conclure dans tout cela. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cet aspect donc, du paradisme avec les 5 piliers. Euh, mais il nous faudra encore des heures et des heures. Donc, on va échelonner ça dans le temps, dans l'année. Il n'y a pas de souci. Si vous deviez faire une conclusion de ce qu'on a évoqué aujourd'hui sur cette guidance, en quelques mots, comment concluriez-vous la notion de guidance et des bienfaits que ça peut apporter à l'humanité?
Ben, pour moi, la guidance, c'est l'amour. Bon, c'est le plus important. C'est vraiment, alors derrière l'amour, il y a effectivement la sagesse. Et puis, tu as abordé un petit peu ça, Jean-Pierre, juste avant. Euh, c'est la collaboration, c'est la coopération. Là, on a été formaté tout petit, nous et toutes les générations d'avant, essentiellement sur la compétition. Donc le capitalisme, et là on est en train de vivre les derniers instants du capitalisme à l'extrême, où c'est la compétition à l'extrême. C'est je t'impose en tapant du poing sur le bureau, des droits de douane, des ci et des là. C'est fini ça, c'est fini. Alors effectivement, nous adultes, bah, on va essayer de mettre en place la coopération et la collaboration, enfin ceux qui ont cet esprit-là, guidés par l'amour, justement, mais ce sera effectivement à enseigner aux enfants rapidement, de perdre cette notion de compétition. C'est le plus fort, bah, ça découle tout à fait du darwinisme, hein. Le plus fort va marcher sur la tête du plus faible, l'écraser pour avancer plus vite. Non, ça c'est fini. D'ailleurs, on voit où on en aboutit. On est à deux doigts du gouffre de l'autodestruction, donc stop. Donc, mettons en place la guidance, l'amour, la sagesse, la collaboration, la coopération. D'accord, tu as mis plus de 10 mots, hein, ça va, c'est super. Tout va bien, Nanta, tout va bien. Fanny, tu as déjà bien évoqué la fin, mais une conclusion rapide. Une conclusion, je dirais, ben, le paradisme permet tout simplement une économie distributive pour assurer les besoins vitaux de tous les êtres humains sur Terre, avec en plus un partage des connaissances qui appartient à l'ensemble de la communauté. Voilà ce que peut apporter le paradisme pour créer véritablement ce paradis sur Terre. Ça devient réaliste, c'est plus une vision utopiste. Enfin, d'ailleurs, on sait qu'une utopie, ça devient une réalité dans très peu de temps. Donc voilà, nous allons transformer cette utopie en réalité grâce au paradisme. Et là, Gine, de ton côté, comment tu vois ça, là, en conclusion? Je pense que tous les autres ont tout dit, hein. Je pourrais pas dire mieux, mais la guidance va être portée par ce qu'on a cité plus haut, l'amour, le progrès, le partage et la bienveillance absolue à l'égard des autres qui va nous permettre de pouvoir porter la guidance comme le sac de cet enseignement-là d'amour, d'usage du progrès et du partage de tout ce qui est richesse. Et donc, à la fin, toutes ces personnes qui sont, on va dire, des vecteurs ou des personnes qui incarnent ces valeurs de sagesse, aussi bien d'amour émotionnel et tout de créativité, vont être ceux-là qui vont porter et garantir à la communauté que on aura toujours un égard de bienveillance à leur égard, c'est-à-dire de l'amour, un égard de partage, c'est-à-dire redistribuer les biens, un égard de mettre le progrès à leur service en les soignant, en leur apportant un logement. Et bien entendu, tout cela va contribuer à rendre tout le monde heureux et dans le bonheur parce que quand un leader est heureux, il veut que ces personnes qui guident soient heureux et vice-versa. Voilà. Donc, je pense qu'on est bien parti. On a les messages avec tout le manuel décrit là-dedans pour la mise en œuvre, comme ce qui a été fait chez les Elohim. Je pense qu'ils ont bien expliqué comment le réaliser, comment organiser de sorte que chaque année, on ait des personnes qui rentrent dans le cercle des personnes qui vont être dans la guidance. Donc, on a tout. On ira sans doute, comme quelqu'un l'a dit, dans 100 ans ou 200 ans, peut-être dans 1000 ans, on nous dira, mais pourquoi, comment ils ont pu vivre sans la génocratie? Et moi, c'est demandé, mais comment les gens, il y a 1000 ans, vivaient sans la génocratie? Bon, ça, ça va C'est faire vrai, rire oui. ceux qui vivront ça, mais bon. Bon, Rions, rions pour eux déjà. voilà. Marilyn, tu as démarré cette émission. Tu peux nous donner un final? Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée, enfin, qui me sont revenues en mémoire par rapport à la démocratie. Raël dit, en fait, le paradisme, ce sera pas imposé, ce sera voté par la démocratie. Et il dit aussi, si les personnes ne sont pas intéressées par l'avoir, il y aura aussi des votes pour le retirer. Donc, ce sera jamais imposé. Donc ça, c'était important. Par rapport à l'amour, euh,
Il y avait aussi un exemple que Raël avait cité, quand il y a quelqu'un qui meurt de faim à côté de vous, quelqu'un passe et dit, oh bah, je vais écrire un livre là-dessus, il meurt de faim, voilà, je vais écrire un livre. Un autre qui passe, il dit, oh, il meurt de faim, je vais lui donner à manger. Donc voilà, peut-être une façon claire, simple de définir comment choisir les personnes qui seraient aptes euh, à, à- à être à la guidance, hein. Donc c'est l'amour qui prône. Et puis il y avait aussi deux images qui me reviennent. D'abord celle du corps humain que Fanny utilise souvent. Dans notre corps, les cellules du cerveau ne prennent pas le pouvoir. Elles guident naturellement parce qu'elles sont les plus aptes à le faire. Voilà, ici dans notre société, on fait la même chose. Et puis aussi, souvenons-nous que les génies ne sont pas seulement des chercheurs ou des techniciens, mais ce sont aussi des poètes, des artistes, des philosophes et bien sûr des femmes. Et donc peut-être que en faisant appel davantage aux femmes, en écoutant davantage les femmes, en leur permettant d'être là, eh ben, ça changerait vraiment radicalement la société. Donc mettre les meilleurs au service de tous, sans distinction de genre, voilà, c'est peut-être c'est sûrement un modèle de société, une essence pour l'humanité, et la voie à suivre. Voilà. Donc vive le paradisme. Euh, et oui, aussi, on commence à enseigner la coopération dans les écoles du nord de l'Europe. Donc chacun dans les écoles doit aider son petit frère ou quelqu'un, son voisin dans l'école, etc. Donc c'est parti, c'est parti. Et puis j'ai aussi l'information qu'il y a une association qui vante une société sans argent, parce que sans argent, on peut permettre d'arriver à une société de paix. Et donc les idées du paradisme commencent à se diffuser. Merci Marilyn. Merci à vous trois. Vous avez brillamment illustré, illuminé cette petite tranche de temps que nous avons passé ensemble. Je pense que ça va aussi faire rayonner toutes ces idées dans les gens qui vont écouter le après, parce qu'il va y avoir un replay. On va terminer donc cette émission par une petite chanson que vous allez voir qui est le reflet de notre société. Ce qu'elle est, comment elle s'est construite. C'est assez amusant. Puis on verra qu'il y a autre chose à faire avec le paradisme derrière. Tu peux nous mettre cette chanson qui est cocasse? Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors.
Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Aïe, 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 rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Partager Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wallafs. Une partie de l'Empire aussi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa. Ils ont partagé le monde. Tout le Vous avez eu une petite carte de ce qui s'est passé durant ces siècles passés, ces décennies passées. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, encore, toujours, et c'est le monde qui doit changer absolument. Et le paradisme est là pour qu'on puisse effectivement redonner l'identité à chacun de ces peuples, et puis qu'ils puissent être véritablement des partenaires les uns les autres pour pouvoir faire en sorte que nous puissions regarder l'univers infini tous ensemble avec le même regard et entrer dans les civilisations très, très, très sophistiquées de l'univers infini. Parce que si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. On risque de s'autodétruire, comme tu disais tout à l'heure, Ananta. Donc, plus rien ne m'étonne. Maintenant, il faut que l'humanité nous étonne en prenant conscience qu'elle a des choses à faire dans ce sens-là. Vive le paradisme, vive l'amour, le progrès, le partage, la guidance humanitariste, géniocrate, et tout ça pour que ça construise véritablement un bien-être fantastique sur la Terre et que les gens puissent construire leur propre bonheur individuellement. Voilà. Merci à toutes, merci à tous. À bientôt. Et ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais de guerre. Les gens de tous les pays, jaunes, noirs et blancs unis, en se tenant par la main, auront supprimé la faim. Ce sera beau, ce sera la terre. Il n'y aura plus de militaires. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus jamais
jamais de guerre.